production Les Podcasteurs. Bienvenue, vous écoutez Coquelicot, le podcast qui replace le clitoris au centre de notre vitalité et qui remue en profondeur notre rapport au plaisir féminin. Un rendez-vous de reconnexion à la puissance de cet organe trop longtemps ignoré. Un appel à notre boussole de sensibilité et de force. Les Coquelicots chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquelicot lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquelicot, tu ressens quoi, toi ? En ce 17 novembre 2021, période particulièrement mobilisante et chahutée, je suis positivement remuée d'accueillir Bruno Clavier. Aujourd'hui, j'ai dû affronter des dragons pour être là en face de toi et je suis très émue de cela. Psychanalyste, psychologue clinicien, tu as auparavant fait des études de maths et de langue orientale et j'ai appris il y a un petit quart d'heure qu'en plus tu avais fait aussi pas mal de musique. Chercheur de l'inconscient, formateur en psychogénéalogie et psychanalyste transgénérationnel, j'ai le trac comme avant l'entrée en scène, l'envie et la sensation d'être à ma place, là, assise en face de toi. Tu as notamment écrit des ouvrages qui combinent psychanalyse transgénérationnelle, les fantômes familiaux et ton dernier ouvrage, L'inceste ne fait pas de bruit. Bruno, comment tu en es arrivé là ? Pourquoi tu es là ? Et qui est là avec nous ? Ici dans ce studio. Alors, je suis arrivé par un ami commun, je crois, Jérôme Souvéran, voilà, qui est vraiment un ami depuis longtemps. Et puis, j'étais dans son film un film culte qui s'appelle Ceci est mon corps. Donc, je suis arrivé ici par son intermédiaire, si c'est ça la question. Sinon, comment je suis arrivé là ? Par toute ma vie entière, jusque-là. La psychanalyse transgénérationnelle, qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que ça nous permet de mieux comprendre sur nous ? C'est assez simple en fait à expliquer, c'est-à-dire déjà, je me dis psychanalyste dans le sens où pour moi la psychanalyse, elle traite toujours majoritairement de traumatisme. C'est pour ça que je milite pour réintroduire le traumatisme dans la psy, ce qui a été oublié et qui est, à mon avis, fondamental. Et on va dire que un individu, il porte ses traumatismes depuis sa naissance, jusqu'à l'enfance, l'adolescence et la vie adulte. Et on porte en plus, on a donc double charge, on porte les traumatismes de nos parents, grands-parents, de toute notre famille. Donc on porte beaucoup de traumatismes. Et donc la psychanalyse transgénérationnelle tient compte de ça, c'est-à-dire que un individu minimum ne se pense pas autrement que sur 3 générations, quoi. Minimum. Mais au-delà. Voilà. Donc c'est la psychanalyse transgénérationnelle, je répète, elle tient compte de nos traumatismes personnels et des traumatismes de notre famille que nous portons aussi. Quel rôle nos fantômes familiaux peuvent-ils avoir dans nos sexualités ? Ils sont prépondérants. Enfin, parmi plein d'autres choses. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je dirais aussi quel rôle ont nos traumatismes, sachant que traumatisme, ça veut pas forcément dire accident, ça veut pas forcément dire rapidité dans la violence ou tout ça. Par exemple. Tu peux nous donner des exemples ? Oui, un traumatisme, ça peut être un couple qui vit ensemble, qui s'aime pas. C'est un traumatisme fondamental dans les familles, et les familles sont constellées de couples qui ont vécu ensemble et qui ne s'aimaient pas, qui ne se désiraient pas ou qui n'avaient justement pas de rapport sexuel ou pas d'amour. Ça, c'est des traumatismes. Et pour les enfants, c'est déjà un traumatisme que leurs parents ne s'aiment pas ou que leurs parents n'aient pas de sexualité. C'est déjà un traumatisme. Tu veux dire qu'ils l'engramment malgré eux ? Bien sûr. Mais ils l'engramment d'une façon extrêmement forte. Les enfants savent tout. Ce que disait Dolto, les enfants savent tout inconsciemment. Donc il faut toujours leur dire ce qu'ils savent déjà. Donc ça veut dire que dans une famille, quand les parents n'ont pas de sexualité, les enfants le savent.
Alors, ça, j'ai besoin que tu développes. À quel moment c'est un trauma et un trauma qui s'exprime? Alors, c'est un trauma particulièrement... Alors là, on va faire... Je vais essayer de pas être trop faire de psychanalyse, mais c'est un trauma principal, justement, en période oedipienne, vers 4, 5, 6 ans. Puisqu'à ce moment-là, vers 3, 4 ans, c'est le moment où l'enfant va découvrir la sexualité. Avant, il est dans autre chose. Il n'est pas réellement dans la sexualité, et la sexualité va commencer vers 3 ans et demi, très fortement, très très fortement. Et pas que la sexualité, parce que c'est toujours lié aussi à la naissance. Hein, les deux grandes questions de tout humain, c'est la naissance et la mort. C'est les deux grandes questions. Et chez les enfants, c'est d'où je viens et je vais où. Hein, d'où je viens et je vais où. J'étais où avant? C'est toujours cette question, et j'irai où après. C'est les deux. À une époque, donc quand j'ai fait des chansons pour enfants, j'ai fait une chanson comme ça qui s'appelait J'étais où avant. Hein, parce que c'est vraiment la grande question. Et dans cette question-là, il y a évidemment la sexualité. Et donc c'est à ce moment-là où les enfants, ils sont curieux comme on l'est tous. Ils regardent le monde autour d'eux, ils sentent, ils ressentent, et puis ils se disent comment je suis venu là. Alors première des choses, faudrait leur parler, mais on leur parle pas assez. Il faut donc leur dire comment t'es venu là. Ça veut dire, et avec des choses complètes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On est en 2021, on est une société a priori avancée, et c'est toujours, je trouve, archaïque ce qu'on dit aux enfants. On leur parle pas encore. C'est à 3-4 ans qu'il faut leur parler. Tout ça à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Comment on fait les bébés, comment ils ont été faits. Ils ont été faits par un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes, des filles, toutes sortes de choses. Ils doivent tout savoir, tout. Il faut tout leur dire à cet âge-là, 4, 5, 6 ans, à l'âge de la grande curiosité, et c'est à ce moment-là qu'on leur dit rien. Donc, à ce moment-là, ils vont percevoir de façon télépathique, hein, carrément, comment est la sexualité dans la famille, et ils vont se construire, malheureusement, avec ça. Ce qui veut dire que ça va se transmettre, et que ça fait, par exemple, des désastres sur plusieurs générations au niveau de la sexualité, parce que on va transmettre les mêmes blocages, les mêmes histoires qui se répètent. Quand tu dis il faut tout leur dire, à quel moment, en gros, tout leur dire ou leur montrer des choses, ça deviendrait trop suggestif? On va arriver aux questions d'inceste, et il y a eu tout un courant et une époque où les parents, certains parents, se baladaient de façon trop suggestive, en gros, devant leurs enfants. Oui. Et on pointe pas mal ça du doigt comme un contexte qui a favorisé l'inceste ou des comportements incestueux vis-à-vis des enfants. Donc, je sais pas si je suis très claire dans ma question, mais en gros, tu dis, il faut tout dire, mais jusqu'où faut-il dire et comment faut-il le dire pour que ça ne soit pas non plus pour que les parents ne soient pas trop dans le tiroir à petites culottes de leurs enfants non plus. Eh ben justement, en fait, quelque part, tu l'as dit. Il y avait la réponse dans la question, c'est que tu as parlé à ce moment où on se baladait en petites culottes. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est pas montrer, il faut dire. C'est pas la même chose. Il y a une différence entre l'image et actuellement la société, elle a pas changé. On montre, on voit des films porno, mais on comprend toujours rien. Donc ils ont pas besoin de films porno, ils ont besoin de moins d'images et plus de mots. Ok. Hein, et c'est pour ça que la société a pas évolué par rapport à ça. On dit oui, avant on faisait ça, mais on fait la même chose aujourd'hui. On parle toujours pas. Moi, je suis toujours ébahi. Et on va pas y arriver tout de suite, il va falloir y arriver un jour. C'est quand on parle de sexualité au mieux à un enfant de 9 ans, et je dis au mieux parce que maintenant c'est plutôt au collège, c'est trop tard. Ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut leur parler à 4, 5, 6 ans, au moment où ils se construisent et au moment où ils essayent de savoir comment ils sont venus au monde, comment ça fonctionne la sexualité, comment... Tout est à cet endroit-là. C'est dans cette période-là que c'est majeur, mais c'est majeur tout le temps, cette parole. C'est justement l'indécence, ça va être de montrer sans parole. C'est ça qui est indécent, c'est-à-dire que c'est ça qui est traumatique. Par exemple, voir des images et ne pas avoir de parole, ça c'est traumatique. Et après, quand il y a de la parole, même l'image, elle est plus traumatique, ça n'a plus d'importance, puisque ce qui est humain, c'est les mots. Et ce qui va être humain, c'est que ce qu'on fait, ce qui fait qu'on est venu là, la chose la plus importante pour un enfant et pour un être humain, c'est comment je déboule sur cette terre. On n'a toujours pas compris. On n'a toujours pas compris pourquoi on vient là et pourquoi on repart. On connaît pas ça. Ça, c'est les questionnements de tous les enfants. Il faut leur dire un minimum de mots et on leur dit rien. Et la sexualité, elle est inscrite là-dedans.
Hein, c'est cette magie, la sexualité, qui pas que ça, mais qui amène quand même à ce qu'il y ait des enfants. Et on dit rien. Et on est encore dans une société qui est tout aussi bloquée et pudibonde qu'il y a un siècle. C'est la même. Pour moi, je vois pas, il n'y a pas de changement. On fait n'importe quoi dans un sens, mais de l'autre côté, ça bouge pas beaucoup. Je prends la distinction entre montrer et dire. Ça, c'est bon, là, je vois. Et même dans le dire, j'ai des ados et une petite fille de 4 ans. Dans le dire, jusqu'où il y a des... Est-ce qu'il n'y a pas des paroles qui sont indécentes? Mais si, mais c'est une question de finesse. Avec les enfants, c'est comme un peu avec les animaux aussi. Enfin, il faut être fin. Ça veut dire qu'un enfant, il va pas vous dire... il va pas dire forcément comment on fait les bébés, mais il va poser les questions à sa façon. C'est comme ça, les enfants. Et quand un enfant vous dit à 3-4 ans pourquoi il y a le jour, pourquoi il y a la nuit, quelque part, c'est une question sexuelle. C'est-à-dire, pourquoi il y a le jour, pourquoi il y a la nuit? Et on va y arriver doucement, mais quelque part, on va y arriver. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Quand un enfant dit pourquoi il y a le jour, pourquoi il y a la nuit, c'est vrai, il est en train de vous dire pourquoi il y a la vie et pourquoi il y a la mort. C'est comme ça. Et ça va toujours être en même temps. Au moment où il va commencer à se casser la tête sur la mort, il va se casser la tête sur la naissance, et il a besoin, et sur la sexualité, et il a besoin à ce moment-là qu'on vienne lui mettre des mots humains, pensables sur toute cette chose qui est quand même la plus importante pour nous. C'est quand même un sacré truc. Et on leur parle toujours pas. Donc moi, quand je fais des consultations avec les familles, ils y ont droit très souvent. Je le fais en plus parce que j'ai l'habitude, j'ai plein de livres et on va montrer, on va parler. Et hier, j'ai eu une séance avec une petite fille qui arrivait en disant Bruno, je veux que tu ressortes les livres sur comment on fait les bébés parce que ça m'intéresse. Elle a 6 ans. Et hop, et je savais pourquoi elle redemandait ça. Et hop, on s'est mis à... Je lui ai redonné les livres, je lui ai réexpliqué. Avec les parents. Freud avait une hypothèse sur les fantômes, la signification des fantômes. Le drap blanc, qu'est-ce qui se cache sous le drap blanc? Freud? Ouais, je connais pas ce truc-là. Je crois qu'il y a plusieurs textes qui évoquent qu'en fait, l'image de ce fantôme avec le drap blanc, c'est pour... sous le drap blanc, c'est la sexualité des parents. Ah, oui, je suis pas toujours Freud dans ses interprétations. Il y en a plein où je suis pas d'accord. Freud j'ai découvert ça récemment. Oui, mais Freud travaillait pas avec les enfants. Freud, c'est pas le champion des enfants. Il est pas très bon avec les enfants. Non, mais pour être bon, c'est comme tous les métiers. Il faut. On a un ingénieur du son. Il travaille dans le son. Voilà, s'il travaille pas dans le son, il pourra pas être ingénieur du son. Freud, il recevait pas d'enfants. Et les grands théoriciens de la psychanalyse, c'est plus ceux qui recevaient les enfants, parce que à ce niveau-là, Freud théorisait sur les enfants, mais pour théoriser sur les enfants, il faut les suivre, voilà. Moi, j'adhère pas forcément à cette histoire du drap blanc, ça c'est plus l'histoire de Freud. Oui, alors ok. Donc bon, l'enfant, il capte tout. Il capte tout de ce qui se passe, et donc sa sexualité à lui, elle démarre quand? Alors là, il y a plusieurs interprétations. Hein. Alors, il faut comprendre quelque chose. Je suis quand même obligé de repasser par Freud, parce qu'on est quand même très, très imprégné de Freud. Et alors, ce qui est génial chez Freud, c'est d'arriver en disant, il y a de la sexualité chez les enfants. Ça, c'est super. C'est très important, hein, il le fait très tôt, il va y tenir. Et là, il a vraiment raison. Maintenant, moi, je dis que la vraie sexualité au sens de très proche de la sexualité génitale, c'est 3 ans et demi, 4 ans. Avant, il n'y a pas... Déjà, avant, il n'y a même pas de genre. C'est-à-dire, jusqu'à 2 ans et demi, il n'y a même pas de genre. Il n'y a ni masculin ni féminin pour un enfant. Hein. Il ne sait pas distinguer un garçon ou une fille. Et puis, il ne s'intéresse pas à ça. Ça ne l'intéresse pas. Ils sont plus dans la période agressive. Hein. 2 ans et demi, 3 ans et demi, c'est tout ce qui concerne l'agression. C'est-à-dire la violence, toute l'agressivité, c'est 2 ans et demi, 3 ans et demi. Puis quand on a réglé ça, c'est la période du non. Période du non, ils n'ont pas de questionnement sexuel, ils ont un questionnement sur, c'est la séparation d'avec les parents, voilà, je veux dire. Et puis 3 ans et demi, 4 ans et demi, alors là, il y a les vraies questions sexuelles. Et en fait, dès qu'on leur parle clairement des choses, c'est fini, ils en font pas tout un bazar, parce qu'ils ont besoin de savoir d'abord la vie. Et c'est pour ça que pour revenir à Freud a fait quelque chose où moi je conteste, c'est le tout sexuel. C'est-à-dire que Freud, il tenait vraiment. Alors, Dolto a été jusqu'à dire que la sexualité commence au stade fœtal. Je veux dire,
moi je dirais la force de vie au stade fœtal, mais ne parlons pas de sexualité. Enfin, je veux dire, même si j'adhère beaucoup à ce que dit Dolto, là, je peux pas la suivre. Elle disait le bébé qui vrille en sortant de l'utérus, c'est de la sexualité. Comment tu distingues la force de vie du coup de la sexualité ? Je pense que c'est la force de vie qui est primordiale et que la sexualité, c'est l'incarnation, justement, dans le sens de la perpétuation, de la procréation, de cette force de vie. Et Dolto avait raison, en spirale, ok, ouais, la spirale, c'est beaucoup dans la sexualité. Mais pour qu'il y ait sexualité, il faut quelque part, pour moi, qu'il y ait différence des genres. Et ce qui veut pas dire hétérosexualité forcément. Mais même dans l'homosexualité, il y a toujours yin-yang. Enfin, moi, je le pense comme ça. Et on sait qu'en chinois, faire l'amour, ça se dit faire yin-yang. Et je trouve que c'est... Je savais pas. Ouais, on m'a dit ça. Je connais pas le chinois, mais on m'a dit ça. On fait yin-yang. Et moi, je trouve que c'est tout à fait ça. Quel que soit que ce soit deux hommes, deux femmes, on fait toujours yin-yang. Il faut toujours un creux, un plein, un creux. Je crois au monde yin-yang. Même si on est en train de supprimer la notion de genre, moi, je continue à penser que le monde est yin-yang, quand même. Donc voilà, sur cette question du sexuel, je pense pas que tout soit sexuel et que toutes les périodes le soient. Ouais. Mais la force de vie, elle est toujours là. Nous portons les mémoires de nos anciens dès l'enfance, in utero, peut-être même avant. Oui. Si on se dit que c'est une âme qui choisit des parents et un corps par lequel elle va venir s'incarner. Et dans ce contexte-là, l'incestueux et l'incestuel, ça se déclare quand ? Ah, ça, c'est plus que ça, c'est une sacrée question. Là, je t'ai posé la question c'est la question qui tue, là. Alors, l'incestuel, alors déjà, qu'on soit bien clair, hein, l'incestuel, c'est une forme symbolique d'inceste. Donc, ce n'est pas l'inceste. Tu peux nous expliquer un peu plus ? Alors la forme symbolique de l'inceste, c'est-à-dire, je dis souvent ça quand je reçois des familles, c'est quand on fait dodo avec son enfant très tardivement, des fois il y en a qui le font jusqu'à l'âge de 18-19 ans, hein, avec leur fils ou leur fille, et qu'il n'y a pas de sexualité. C'est de l'incestuel, du très fort incestuel. Hein. Mais l'incestuel, ça peut être... L'idée principale de l'incestuel, c'est on se quittera jamais. Bon, et pour ça, on est obligé de revenir à la notion d'inceste. Et la notion d'inceste, je trouve que la meilleure personne qui est théorisée dessus, c'est Françoise Héritier. Françoise Héritier a vraiment très bien théorisé l'incestuel et l'inceste. Et notamment, comment elle l'a très bien dit, enfin, elle le dit très bien. Si vous voulez, je le résume comme ça. L'inceste, c'est une question de degré. Il y en a toujours de l'inceste. Mais pourquoi ? Parce que elle a enquêté, enfin, elle a fait une sorte d'enquête, elle était anthropologue. Dans toutes les sociétés, elle s'aperçoit que dans telle société, le père couche avec la fille. Wow. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On dit quoi ? On dit que cette société est incestueuse ? Non, parce que dans le cadre de cette société, il y a toute une sorte d'organisation qui permet ça parce qu'il y a d'autres barrières. Il y a toujours de la loi, de toute façon. Il y a toujours des interdits et de la loi. Mais ce qui est important, c'est de dire que c'est un degré d'inceste qu'il y a. Parce que quelque part, on est tous de la même origine. Donc, on est donc fondamentalement incestueux. Enfin, je veux dire, si on remonte aux origines de l'humanité, peut-être qu'on revient tous de la même cellule. Bon, Maintenant, c'est comme le chaud et le froid. Ce qui fait la différence, c'est le degré. Donc, c'est à cet endroit-là que les lois arrivent. Et les lois, elles disent, on fait ça et on fait pas ça. Et donc, la question de l'inceste, c'est la question d'une transgression, d'une loi qui correspond à la société ou dans laquelle on est. Et donc, elle est collective, et elle ne se franchit pas parce qu'elle est collective, parce qu'elle fait partie du modèle commun. C'est comme ça. Donc, ça veut dire que dans notre société à nous, il y a des choses qui se font pas. Et donc, l'incestuel, c'est Paul-Claude Racamier, qui était un auteur des années 70, un psychanalyste, qui a inventé le terme d'incestuel. Et il disait, là où il y a de l'incestuel, il y a de l'inceste, et là où il y a de l'inceste, il y a de l'incestuel. Mais l'idée, elle est, on ne se séparera pas. C'est pour ça que moi, je ne sépare jamais la notion d'inceste et d'incestuel de la notion d'angoisse de mort. Ça va toujours avec. La mort va toujours avec l'inceste. La question de l'angoisse de mort. Tu peux expliquer un peu plus ça? Eh bien, ça veut dire que justement, c'est intéressant par rapport à la sexualité. La sexualité, c'est l'envers de la mort. C'est clair. C'est-à-dire qu'il y a deux pôles à l'envers, c'est la vie et la mort, et donc la sexualité est absolument à l'opposé de la mort. Et
on va dire, quand un père couche avec sa fille, ça veut dire qu'il ne mourra pas. Parce que c'est plus sa fille. Et si c'est plus sa fille, il n'y a plus de génération. S'il n'y a plus de génération, alors il ne mourra pas. C'est ce qu'on voit. C'est pour ça que le thème de l'inceste, c'est toujours lié au thème du vampire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un ou le thème de l'inceste ou le thème de la pédocriminalité. C'est toujours ça. C'est-à-dire c'est un adulte qui a peur de la mort et qui a besoin, à cause de sa peur de la mort, d'aller prendre le sang frais sexuel de quelqu'un de plus jeune. C'est le principe, il est là, et c'est pour ça que Rakamier disait rien de moins sexuel que l'inceste. Je trouvais que c'était intéressant. Il a dit une phrase à peu près comme ça. C'est que ça veut dire que l'enjeu, il est pas tel. C'est pas sexuel, c'est même pas du plaisir sexuel quelque part. C'est juste de combler une angoisse. C'est combler immense, une angoisse. Et c'est pour ça que ces gens disent je peux pas faire autrement. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui dit je peux pas faire autrement? C'est pas ça la sexualité, je veux dire, pour moi, épanouie, heureuse, c'est pas je peux pas faire autrement. Ça veut dire, pourquoi? Parce que il y a trop d'angoisse, il a dit je peux pas, il a fallu que je touche ce bébé, cette petite fille, ce petit garçon, parce que je pouvais pas faire autrement. Hein, mais le mécanisme, pour moi, c'est comme ça que je le théorise, c'est vraiment l'angoisse de mort qui est à la base de ça, quoi. Hein, question de la vie et de la mort. C'est pour ça que c'est ça qu'il faut pouvoir concevoir et aller à un autre endroit que cet endroit d'angoisse de mort. Alors pourquoi il fait pas de bruit? Ça, c'est le titre de mon dernier livre. Ouais. Ça vient d'une petite fille. Hein. C'est une petite fille que j'ai reçue et qui avait la phobie des masques. Et en fait, comme j'avais déjà rencontré cette phobie des masques, j'avais déjà des indications pour savoir qu'il y avait un inceste dans la famille, quand il y avait la phobie des masques. Et elle a dit à sa mère, tu sais maman, elle avait 4 ans, elle a dit le sang ne fait pas de bruit. Et elle a dit la nuit, il y a un monsieur qui vient, il me fait des câlins et il me tape. Ce qui n'était pas vrai. Hein. Donc ça s'appelle un fantôme. Et donc automatiquement, aux 2 parents et à la mère, j'ai dit mais est-ce qu'il y a de l'inceste dans la famille? Elle m'a dit oui, c'est mon grand-père. Et alors en fait le grand-père avait le grand-père avait incesté ses 2 premières filles, il avait été condamné, mais il a été condamné tardivement, ce qui fait qu'il a eu un premier mariage avec 2 filles, puis après il a 4 autres enfants, et en fait, quand les 2 filles sont adultes, elles le dénoncent. Donc il va en prison alors qu'il a fait les 4 autres enfants. Et il a été condamné pour l'inceste sur les 2 premières, mais moi j'ai compris en travaillant avec cette famille qu'en fait il avait incesté tous les 4 autres aussi qu'il y avait. Il y avait 6 enfants. Et la petite portait ça, elle avait sa phobie des masques. Et après la séance où on a parlé de tout ça, et à ce moment-là, l'enfant, elle a 4 ans. Sans avoir eu l'histoire verbalisée? Ah bien sûr, elle n'était pas du tout verbalisée avant. Donc on en parle devant l'enfant, et devant l'enfant, on va lui expliquer qu'est-ce que c'est que la sexualité, je veux dire naturelle, 4-5 ans, c'est vraiment l'âge. Et puis à un moment, on va lui dire, il y a des choses qu'on ne fait pas, et puis voilà ce qu'on ne fait pas, les adultes ne touchent pas les enfants, ton corps c'est à toi, il est sacré, il est précieux. C'est pour plus tard, parce que ça c'est important. Ça, c'est un corps pour plus tard, c'est pas pour maintenant. Je dis ça, c'est important parce que ça met l'enfant dans l'espace-temps. C'est-à-dire, tu vas pas faire ici. Ici, c'est l'inceste. Donc, tu feras pas ça ici et pas maintenant. Et ça veut dire qu'il va dans l'espace, c'est-à-dire, il va aller chercher la sexualité ailleurs que dans la famille et plus tard. Donc, l'enfant est propulsé dans l'espace-temps, il se met à grandir. À ce moment-là, la petite fille, par exemple, se dit, ah, mais ok, papa est interdit, mais alors plus tard, j'aurai un homme beau et fort comme papa. Et du coup, ça la projette et elle commence à s'habiller comme maman. Puis après, elle se fait des histoires. Donc voilà, ça c'est cette parole-là. Et cette parole-là, il faut dire à ce moment-là à l'enfant, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et les adultes ont pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça à ton corps et ainsi de suite. Et puis tout va très bien après. Et donc la petite, en une séance, c'était fini. Elle avait plus peur des masques. Et elle n'avait pas peur des masques du Covid. Hein. C'était avant le Covid. C'était vraiment autre chose. C'était avant le Covid. Hein. Donc c'est marrant que tu fasses un lien entre les masques du Covid et le hashtag. Enfin moi du coup hashtag MeToo inceste. Bref. Oui mais il y a des liens. Il y a beaucoup de liens. On peut en faire beaucoup. Hein. En inconscient collectif qui vient. On va y revenir. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui se joue dans la sexualité du couple?
qui s'invite dans notre lit? Je t'ai demandé, mais là, on passe plutôt au couple adulte, Le couple pas adulte. les enfants. D'accord, le couple adulte. Ouais. Alors, qui s'invite Pour dans toi, le... ouais. Qu'est-ce qui Tout le se monde. joue là dans le... Voilà. Tout le monde s'invite. Allez. Voilà, on n'est pas tout seul. Et là, le transgénérationnel est vraiment important. Alors, c'est pareil, hein, je suis parti d'une définition. Le trauma personnel et le trauma des ancêtres. Qu'est-ce qui s'invite aussi dans le lit, malheureusement, c'est le trauma personnel et ancestral. Et c'est toujours lié comme ça. Et donc, alors, ce qui peut s'inviter, c'est les traumas. Et je répète, quel genre de trauma? Ça peut être qu'on ait subi de l'inceste, par exemple. Donc ça s'invite très fort. Mais ça peut être aussi que c'était un désastre de voir la non-sexualité de mes parents. Et ça va se transmettre. C'est-à-dire que ça va automatiquement... Pourquoi? Alors ça, c'est assez étrange. C'est vrai, il y a des choses que je reproche à la psychanalyse classique. Hein, il y a des choses. Et en partie, c'est cette idée qu'il y aurait l'idée qu'on se fait tout seul. C'est fou comment un individu se fait jamais tout seul. Un individu, c'est un être humain, c'est un être de transmission. Sans transmission, il est rien. Et tout se transmet. Tout. Ça veut dire que la sexualité, elle n'est pas du ciel. Elle est transmise. Donc, elle est transmise comment? Normalement, elle est transmise par l'exemple et par la parole. Les humains, c'est comme ça. Et quand il n'y a pas de parole, et quand il n'y a pas d'exemple, qu'est-ce qu'on transmet? On transmet des fantômes. Et du coup, on répète. Et on va répéter. Alors, ça veut dire que comment elle se voit, la répétition? Eh bien, elle se voit, un exemple fréquent qu'on peut observer souvent, des jeunes couples. Vous avez des jeunes couples et puis ils vivent pas ensemble. Ça marche super bien. Ils s'aiment. Ça peut durer, j'en ai vu comme ça, 7, 8 ans. Chacun son appartement, ça marche très très bien. Ils emménagent. Du jour du déménagement, ils font plus l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, à ce moment-là, ils répètent les schémas anciens. C'est le retour des autres générations qui arrivent. Ça veut dire quoi? Ah bah maintenant on vit ensemble, on a dit papa-maman. Les papa-maman, ça fait pas l'amour. Eh ben on arrête. Et ça bloque. Et ça bloque des deux côtés. Des fois d'un côté, des fois des deux côtés. Et c'est terrible. C'est terrible parce qu'ils avaient tellement de plaisir avant, ils s'aimaient tellement et ça marchait super bien la sexualité et ça marche. C'est les répétitions. C'est ça. C'est comme ça qu'on voit. Donc ça s'invite dans le lit. C'est les autres générations, quoi. En t'attendant tout à l'heure, je me disais, ah là, il me manque une question sur le fantasme. Parce que Bruno Clavier, il a un propos là-dessus que les fantasmes, ça n'existerait pas. Enfin, je résume. Hein. Mais plus je t'écoute, je me dis, en fait, toi, tu dis, c'est les traumas et les fantômes, et on s'est construit nos fantasmes en écho, c'est ça? C'est en écho, en fait, à des traumas qu'on porte de nos lignées? Oui, il faut dire que le mot fantasme, c'est la même origine. Fantôme, fantasme. Maintenant, le fantasme, c'est très précieux pour un individu. Le fantasme, ça veut dire quoi? Le fantasme, c'est extrêmement précieux et dans le domaine de la sexualité, c'est très très précieux. Mais c'est pas que comment dire? Je ne crois pas au fantasme, c'est une autre chose. C'est-à-dire, je ne crois pas au fantasme qui serait, donc c'est pareil, c'est une contestation de Freud. Freud, c'est intelligent, hein, ce qu'il dit. Mais il faut corriger. Et donc, il dit, on va prendre un exemple. La fille veut coucher avec papa. Freud va nous dire ça. À l'âge oedipien. Il a raison. Et il manque un mot. Elle veut coucher avec papa à condition que ça n'arrive jamais. C'est ça, les petites filles et les petits garçons. Hein, les garçons, c'est pareil. Si vous voulez faire, je dis souvent, si vous voulez faire débander votre homme, dites-lui qu'il pense à sa mère. Il y a peu qui résistent à cette affaire-là, quoi. C'est vrai. Hein, si jamais il y a trop d'érection, on lui pense à ta mère. Bon, on voit bien que fondamentalement, c'est pas vrai. Donc, le petit garçon désire sa mère, mais à condition que ça n'arrive jamais. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar pour plein de raisons, et en particulier pour une différence de taille. Enfin, je veux dire, faut imaginer ce que ça représente, le corps d'une grande femme ou le corps d'un grand homme pour une petite fille. Donc, c'est ça la question. Donc, c'est là où je vais contester le fantasme. Ce que je veux dire, c'est que ce fantasme-là, il a servi à masquer toutes les violences sexuelles. C'est ça que je veux dire. Et c'est là-dessus qu'il y a une révision au capital aujourd'hui au niveau de la psychologie et de la psychanalyse sur cette notion de fantasme, puisque pendant un siècle, on a notamment analysé les femmes en disant, elle venait et elle parlait de viol et elle parlait de tas de choses de façon confuse,
Et on disait à chaque fois la même interprétation. Ah oui, vous avez désiré votre père, alors c'est pour ça que... Et moi, quand une femme vient et me dit j'ai rêvé que je couchais avec mon père, je sais qu'il y a un problème. C'est pas normal de faire ce rêve-là. Pour un adulte, c'est absolument pas du tout normal. Donc j'essaye de comprendre, tiens, c'est quoi ce rêve? Qu'est-ce qui se passe? J'ai la mémoire comme ça je l'ai mis dans mon dernier livre, d'une femme qui arrive en première séance et elle me dit, premier rêve, elle ne me connaît pas, c'est la première séance avec elle, elle me dit, j'ai rêvé que je faisais l'amour avec vous. J'ai dit, c'est étrange. Comment vous faites l'amour avec moi, vous ne me connaissez pas? Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Puis très vite dans la séance, elle avait été abusée par son psy d'avant. C'est pour ça le rêve. Heureusement que j'ai eu du nez, que j'ai vu que c'était pas normal. Il y avait ce rêve collait pas. C'est éventuellement un rêve qui vient beaucoup plus tard, mais même pas. Faut toujours regarder ça. C'est-à-dire, donc c'est cette contestation que je parle du fantasme. Mais maintenant le fantasme, c'est autre chose. C'est très positif en sexualité et par rapport à l'inceste. Par exemple, Dolto disait, c'est une très bonne phrase. Elle disait, le fantasme d'inceste est constructeur et l'acte d'inceste est destructeur. C'est la même chose que ce que je disais avant. Si la petite fille veut coucher avec son père, à condition que ça n'arrive jamais. Donc, le fantasme, c'est la machine qui nous permet aussi de réguler la sexualité. Je veux dire, et c'est pareil pour l'agressivité. Je préfère avoir envie de tuer mon voisin que de le tuer. Je préfère avoir le fantasme parce qu'il me pourrit la vie avec son bruit, je préfère avoir le fantasme un jour j'arrive et je lui défonce la tête. Je le ferai pas, mais ça me fait du bien, ça me permet de dormir presque. Donc le fantasme, ça a une fonction forte, quoi. Je l'entends presque comme une réponse en fait à des traumatismes qu'on trimballe de notre vie ou d'autres vies dont on est les transmetteurs les uns des autres. Et je pense que le fantasme, ça doit être un copain. C'est-à-dire, ça doit être exactement une aide, mais pas du tout une béquille indispensable au niveau de la sexualité. C'est-à-dire Didier Dumas, avec qui je travaillais, qui a écrit de très bons livres sur la sexualité, parlait comme ça, par exemple, d'un homme qui ne pouvait faire l'amour qu'avec un tablier en caoutchouc. Bon. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'automatiquement, ça veut dire qu'au bout d'un moment, sa nana, elle en a marre. Elle dit, c'est bon, ton histoire de tablier, maintenant on peut pas faire autrement. Ah non, parce que sinon, j'ai pas d'érection. Ok. Là, c'est un fantasme aliénant. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut choisir les bons, les mauvais. Il y a quand même tout fantasme n'est pas bon non plus. Et des fois, c'est des fantômes. C'est-à-dire que des fois, le fantasme va véhiculer quelque chose qui peut être étrange. On peut se pencher sur ce fameux fantasme de j'ai envie d'être violé. Ça veut dire quoi ce truc-là? Je veux dire, ok, pourquoi pas, mais ça vient d'où? Ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où ça vient et pourquoi ça, et est-ce qu'on en a forcément besoin? Et qu'est-ce que ça va entraîner? Qu'est-ce que ça peut entraîner dans la relation amoureuse ou tout ça? Est-ce que c'est... Alors, c'est la façon dont les gens vont jouer avec qui va être importante. Et donc, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est aliénant ou pas? Est-ce que ça met du malaise ou pas? Oui, et à quels grands archétypes ça correspond dans nos constructions, notamment hommes-femmes, alors évidemment, dont il y a on a une bien chose, du mal à se dépêtrer. Je pense que tu le sais, et puis que avec l'émission, tu dois savoir que s'il y a un endroit où on peut pas juger, c'est celui de la sexualité. C'est un endroit où il ne faut jamais juger. C'est impossible de juger. Mais on peut quand même émettre des avis sur le bien-être, dans le sens où si c'est aliénant, ou si c'est pas agréable, ou si c'est forcé, ou si ça amène quelque chose qui est pas fluide. Si ça amène quelque chose qui tourne pas rond, c'est que ça va pas. Qu'est-ce que tu as appris dans ta clinique sur les fantômes justement, qui nous plombent ou qui nous encombrent collectivement? Voilà, vraiment plus, je reviens à l'inconscient collectif, et qu'on pourrait avoir intérêt je sais pas, à dévoiler individuellement. Alors j'ai tendance vraiment à dire que les fantômes familiaux ont comme base principale la domination masculine. Ce sont les grands fantômes. Enfin, moi, s'il y a des choses... si on regarde bien les fantômes, même au niveau mondial, des fantômes collectifs, ça tourne toujours aux côtés de l'aliénation du féminin et de... Je pense que c'est majeur, quoi. Et dans la sexualité, au niveau du fantôme collectif, on hérite de quelque chose. Et là, il faut aller du côté de l'histoire, du côté des historiens. Puis c'est souvent des historiennes, d'ailleurs. Sur le fait que
on hérite là aujourd'hui dans une société qui a priori tout est possible, et c'est ça que de comprendre le transgénérationnel, c'est comprendre que c'est pas parce que tout est possible que ça va marcher, parce qu'on est des êtres de transmission. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre mère, par exemple, était totalement bloquée dans sa sexualité et que vous avez pas assez travaillé derrière tout ça, vous allez hériter donc de blocage, parce que c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Hein, c'est les transmissions, c'est le mimétisme. C'est encore une autre notion, mais c'est important le mimétisme. Et donc, ça veut dire que malgré la liberté, malgré tout, je vais continuer ce que peut-être sous une autre forme, le truc qui marchait pas déjà dans la sexualité de ma mère, par exemple, ou de mon père, c'est pareil. Je vais le continuer, ce truc-là. On prolonge. On prolonge, bon. Et c'est sur plusieurs générations. Alors, je reviens à la question de la domination masculine et du rapport entre l'aliénation même des humains sur les humains. Vous avez, avant, on va prendre au 19e siècle, vous avez l'Église, l'État. Bon. Et le corps des femmes appartenait. Avant, il appartenait à l'Église. Et puis, alors ça, les historiennes, notamment Michel Perrault, elle le décrit très très bien. Elle écrit l'histoire des femmes et tout ça. Donc, le corps appartenait à l'Église. Et puis après, vous avez la Révolution française. Puis on va arriver petit à petit où c'est l'État qui prédomine par rapport à l'Église. Donc, l'État va commencer à dire le corps des femmes nous appartient. Et ça, c'est majeur. C'est majeur, c'est vraiment le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps des femmes, et Françoise Héritier le montre, c'est pas simplement au XIXe siècle, elle dit que même de l'aube de l'humanité, c'était déjà ça. C'est-à-dire que l'enjeu, c'était la possession du corps des femmes, parce que c'est elles qui faisaient les bébés, elles étaient traitées donc comme du bétail. Il fallait donc faire en sorte que les femmes acceptent d'être traitées comme du bétail. Et je fais pas une digression, hein, c'est vraiment dans le sujet. Et Françoise Héritier dit qu'il y avait deux choses majeures pour les femmes, c'est d'abord les persuader qu'elles étaient bêtes, donc fallait pas leur donner d'instruction. Et ensuite, fallait contrôler les naissances. Donc, fallait surtout pas qu'elles aient accès au contrôle elles-mêmes de leur corps par rapport aux naissances. Et au 19e siècle, ça va donner quoi? Ça va donner les filles, on les éduque, et les hommes, on les instruit. C'est pas la même chose. Vous voyez, il y a un sens moral. Les filles, les hommes, on les instruit, c'est-à-dire eux, on va les rendre intelligents. Et puis les filles, si on les rend intelligents, elles vont nous foutre le bazar. Alors, il vaut mieux qu'on les éduque, ça reste des bonnes petites ménagères. Et ça va être au 19e siècle toute la question de la propreté, toute la question de la sexualité bourgeoise et tout ça. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisque le corps de la femme appartient à l'État et que c'est une bataille avec l'Église, eh bien, voilà ce qu'on va faire. La sexualité, c'est pas bon pour les femmes. Donc, la sexualité, il faut pas qu'il y en ait dans la famille. Et c'est prôné. Donc, l'Église va toujours prôner qu'il faut jamais de mariage de passion. On déconseille. On dit l'amour viendra après. Hein, c'est incroyable. Alors donc, il faut pas de mariage de passion. Donc, les mariages étaient désastreux. Nos ancêtres, la plupart de nos ancêtres, les mariages étaient désastreux parce qu'il n'y avait pas les conditions pour que ça aille. Regardez aujourd'hui comment c'est dur pour un homme et une femme de se trouver pour arriver à construire une famille. Il en faut du temps maintenant. Il faut essayer. Avant, on n'essayait pas. Les jeunes d'aujourd'hui, ils essayent. Ils ont plein. Enfin, je vois ma grande fille, elle a eu plein de crétins avant de trouver le bon. Je veux dire, il fallait qu'elle passe par ça. Il fallait qu'elle passe par des sales mecs. Mais à l'époque, on se mariait à 18 ans, on n'avait pas le temps, et puis on n'avait pas le droit de sortir avant, forcément. Alors, on trouvait le premier mec venu, et puis du coup, le mariage était désastreux. Ça va amener la non-sexualité dans le couple. Mmh. Et à ce moment-là, les hommes, on leur dit, bon, vous êtes des bêtes de sexe, alors ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des bordels pour vous, il y a le bistrot si vous n'êtes pas bien, et puis il y a les maîtresses. Et les femmes, vous allez rester à l'intérieur. Et vous allez vous occuper des enfants. Et si vous sortez, si un homme sort, on dit que c'est un coureur, puis ça fait marrer toute la famille. Et si une femme sort, c'est une salope. Mmh. C'est pas pareil, c'est pas le même tarif. Et donc les femmes sont même surveillées, et ça va créer l'hystérie. C'est pour ça que l'hystérie aussi freudienne, elle vient, à mon avis, comme c'était la première thèse de Freud, c'est des abus généralisés sur les femmes. Le corps des femmes était un corps dont on abusait de façon... Et le corps des enfants, d'ailleurs. C'était répandu, généralisé. C'était comme ça. Et donc, tout ça, ça va atteindre la sexualité des femmes aujourd'hui, et même des jeunes filles d'aujourd'hui. C'est ça qu'il faut qu'on puisse comprendre. Même si les conditions sont différentes.
Pourquoi ? Parce que c'est des transmissions. Quel regard tu as justement sur cette libération de la parole avec MeToo Inceste ? Alors, j'ai un regard un peu complexe par rapport à ça, parce que je pense que ça a été salvateur au début, mais c'est dangereux. Et je pense qu'on ne peut pas continuer à dénoncer dans tous les sens comme ça. Même si on peut reprocher quelque chose à la justice, c'est quand même une garantie, la justice. C'est-à-dire, ça permet de cadrer tout ça. Parce que sinon, ça veut dire que tous les dénonciations sont possibles, et aussi toutes les dénonciations fausses. Parce qu'il y en a des vraies, il y en a des fausses. Moi, j'explique dans mon livre comment on peut déplacer, on peut se tromper de cible, on peut... Je trouve que après, c'est pas possible. Nos sociétés, elle a quand même une justice, et qu'il faut... Ou alors, faut changer la justice. Mais ça a été important au début pour lancer le mouvement, et ça a été capital, mais c'est pas un mode permanent. Voilà. Je pense pas que ça soit permanent. Et c'est compliqué dans le rapport entre les hommes et les femmes. Moi, j'ai lu comme ça des articles de femmes où on leur disait, mais vous êtes tellement virulente avec les hommes qu'on a l'impression que tous les hommes vont être dégommés. Et la femme a dit, c'est comme toutes les révolutions, il faut qu'il y ait des têtes qui tombent. Je trouvais que c'est dur. Enfin, moi, en tant qu'homme, tout d'un coup, je me disais, mais ça va. Qu'est-ce que je fais de moi alors ? Donc voilà, c'est le mouvement, je pense, qui a été nécessaire, mais il faut réguler. C'est pareil, il faut qu'on arrive à un autre chemin, avec plus d'amour, plus pacifié, mais qu'on sorte de la domination masculine, ça, c'est sans appel. En matière de sexualité et de désir, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à remettre en cause dans ce que tu as transmis ta lignée ? Attention, il y a plein de questions. À remettre en cause, qu'est-ce qui a été difficile ? Le plus... Voilà, pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Là, moi, c'est un cas particulier, mais donc je vais parler en tant que cas particulier. J'en parle dans mon dernier livre. J'ai été beaucoup abusé. Et toute ma sexualité a été en fait axée à... comment dire ? Toute ma sexualité a été... dépendant des abus que j'ai subis enfant. J'ai eu vraiment un inceste avec mon frère, dont je me souvenais, et puis ensuite, j'ai retrouvé la mémoire très tardivement. J'étais en pension de 5 à 6 ans, et avec mon frère, on a été violés pendant presque 6 mois dans cette pension-là, plus un autre inceste dont je n'ai pas encore toute la mémoire. J'ai une idée de qui c'est. Voilà. Donc tout ça a été compliqué. Alors ça a fait comment ? Ça a fait que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait de psy sur moi-même pour essayer de guérir de tas de... Puis j'ai fait pas que de la psy, j'ai fait plein de trucs pour pouvoir guérir de tout ça. Je pense que j'ai eu accès de plus en plus à une meilleure sexualité, mais elle peut être dépendante de ça, ce qui est peut-être quelque chose à régler. Ce que je vois avec pas mal de gens abusés, il y a une caractéristique des gens abusés, ils sont soit asexués, soit sous-sexués, soit sursexués. C'est pas très fluide et régulier, voilà. Et moi, j'ai eu des problèmes avec ça. Peut-être sursexualisé, et puis à des moments sous-sexualisé. Et je trouve que peut-être ça se régule, mais il faut quand même que les abus soient réglés, parce que sinon, ça vous, en tant qu'homme ou en tant que femme, ça vous pourrit chaque moment de votre existence, et ça vient encombrer tout le temps la sexualité. On peut rien y faire, c'est comme ça. Voilà, si j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Oui, on peut pas l'enlever de sa mémoire. Ouais. Ça vient C'est que c'est une mémoire corporelle, énergétique. Ça fait 4 mémoires, ça. Je dis toujours, ça fait 4 mémoires, c'est-à-dire corporelle, énergétique, cognitive et émotionnelle. Ce sont 4 domaines qui vont être touchés par ça. Et tes fantômes d'analyste, comment tu te débrouilles avec ton contre-transfert ? Avec mon contre-transfert, c'est-à-dire avec les... Oui, qu'est-ce que t'as dû traverser dans tes contre-transferts ? Et il te dit, tiens, ça me demande quand même une épreuve par rapport à ma sexualité, mais finalement, ça m'a permis de libérer quelque chose. Oui, essaye d'être... Voilà. Le contre-transfert, en termes psychanalytiques, ce qu'on appelle le contre-transfert, c'est vraiment le transfert par rapport aux patients. À tes patients, exactement. Ok. Alors, par rapport aux patients, ce qui est chouette, c'est que, heureusement, parce qu'il faut le dire que ça existe, je n'ai jamais abusé de mes patientes. Ça, déjà, je suis très heureux de ça. Et j'ai jamais eu l'intention ni l'envie. Et j'aurais été pas content d'en avoir eu envie. Bon. Je sais pas pourquoi que c'est comme ça. Peut-être parce que j'ai été abusé, peut-être que parce que j'ai été formé comme ça, mais je dis que c'est pas évident parce que j'ai tellement entendu parler d'abus par des psys.
Il y en a plus que ce qu'on croit, ouais. Ça aussi, hein. Par les médecins, par des psys, par des kinés, par des machins, par des trucs, quoi. C'est le pire, hein. Moi, je suis très, très virulent avec ça. C'est-à-dire, c'est surtout qu'on a affaire à beaucoup de personnes elles-mêmes abusées, et donc ça serait les abuser une deuxième fois. Et c'est les personnes qui ont été abusées par leur psy, souvent sont très, très abîmées parce qu'ils ne croient plus en personne. Hein, il faut leur offrir un oasis de paix et de sécurité totale. Donc, c'est hors de question. Voilà. Maintenant, le contre-transfert, moi, je m'en sers. C'est assez drôle, hein, mais ça va être très curieux ce que je vais dire là. Moi, les femmes, donc je suis hétéro, je suis pas homosexuel, donc j'aime beaucoup les femmes et je suis attiré, je trouve toutes les femmes belles, enfin vraiment. Et mes patientes, je sais pas pourquoi, quelle qu'elle soit, j'ai l'impression que c'est ma fille. Donc j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, je me sers quand même du contre-transfert dans le sens où si par exemple, et en général je me trompe pas, si une femme arrive et que tout d'un coup je la trouve particulièrement sexuelle, c'est qu'elle elle-même a un transfert avec moi. Et je le confirme en général dans la séance, c'est qu'à ce moment-là, elle me dit j'ai rêvé de vous, et ainsi de suite et tout ça. Et à ce moment-là, la position du psy, c'est d'être un père ou un grand-père ou ce qu'on veut, non incestueux, c'est-à-dire de dire, d'une certaine façon, on le dit pas comme ça, mais de dire je t'aime, mais je te toucherai jamais, je veux juste ton bien, c'est tout. Et je recommande au psy d'avoir une bonne sexualité, sinon c'est compliqué, c'est comme les curés. Le jour où les curés se marieront, où ils auront des femmes, peut-être qu'ils emmèneront moins les enfants. Donc je pense que pareil, c'est mieux, je trouve, on peut pas tout faire, mais quand on est psy, c'est mieux d'avoir une bonne sexualité, ça évite d'être trop troublé. Parce que le transfert, c'est une affaire très compliquée. Notre rencontre s'est faite de façon fluide, une danse qui godille par des recommandations bienveillantes, tu en as parlé au début, et de synchronicité que nous avons d'emblée partagée. Ça m'a beaucoup étonné, ce clin d'œil du vivant. Donc il y a ce quelque chose, j'avais envie aussi de t'entendre sur ce quelque chose qu'on tisse ensemble et qui nous échappe en fait. Et comment tu expliques les synchronicités ? Pourquoi c'est intéressant d'y être attentif ? Comment est-ce qu'on peut se laisser faire comment être présent mais sans trop laisser la machine. Bien sûr. Ok. Alors, c'est proche, il faut toujours amener avec la synchronicité l'intuition. Parce que ça va avec. Pardon, moi, je suis venu ici, je ne savais, j'ai même pas été voir qui vous étiez, quoi, ce qui se fout. Synchronicité, puis je renifle et je fais ça sent bon. Hein, je peux me tromper, mais souvent ça marche comme ça. Alors, la synchronicité, c'est Jung qui a beaucoup parlé de la. Moi, je suis pas jungien, mais je respecte beaucoup, mais je suis pas jungien. La synchronicité, pour moi, on est très proche de la physique quantique, hein. Et on est très proche du web. C'est-à-dire, je pense que le système Internet, c'est les systèmes des synchronicités. Ce que je veux dire, c'est une chaîne, comme exactement le web. Le web, ça s'appelle la toile. C'est-à-dire, donc, ça fait une toile d'araignée. Donc, les synchronicités, c'est une toile d'araignée. Et moi, j'ai une sorte de théorie, qui serait que, dans la vie, vous avez deux toiles d'araignée. Vous avez les mauvaises synchronicités et les bonnes. Le fantôme, c'est des mauvaises synchronicités. Bon. Et sortir du fantôme, c'est aller dans les bonnes synchronicités. Donc, ça veut dire que une fois que vous ouvrez un chemin de bonne synchronicité, ça s'arrête jamais, presque. Vous avez une bonne synchronicité, amène une bonne. C'est comme si, en informatique, vous avez 0 et 1. Bon. Et c'est comme si à chaque carrefour, vous avez toujours deux voies. Vous avez plein de voies, mais vous avez souvent deux voies. C'est-à-dire, vous allez à gauche, vous allez à droite. C'est où le bon chemin? Bon. Et c'est ça. Et après, des fois, on ne sait pas, alors c'est l'intuition, est-ce que c'est bon et tout ça. Et la bonne personne vous amène une autre bonne personne. Et puis, les mauvaises synchronicités, c'est exactement le contraire. Vous avez fait, c'est la mauvaise personne, puis elle vous fait rencontrer une autre qui c'est pas terrible, et puis ainsi de suite. Et puis, les choses commencent à mal se passer, tout ça. Donc, pour moi, l'art de la vie, c'est de trouver la bonne synchronicité, quoi. Mais je suis assez taoïste, hein. J'ai une formation très taoïste, bouddhiste, mais vraiment taoïste sur le fait de faire le bon chemin. Je suis très imprimé de Lao Tse, quoi. Hein, c'est Lao Tse, j'aimais beaucoup cette phrase, il disait, celui qui va au bonheur, le bonheur l'accueille, celui qui va à la perte l'accueille. Je trouve que c'est beau. Ouais. On est libre. Oui. Hein, on est libre, mais donc les synchronicités, donc, ça veut dire être plus présent à ce qu'on sent qui est bon pour soi. C'est ça, et c'est pas si simple. Soi.
Ouais. Et c'est pas si simple parce que par contre, ça demande du travail. Parce que c'est comme tout, hein, tout demande du travail et c'est pas si simple parce qu'après vous avez des gens, des formateurs qui disent écoute-toi. Enfin, voilà, il y en a, j'aime pas trop, je veux pas en parler. Ça, mais des gens, j'aime pas trop les messages. Écoute-toi, oui, écoute-toi, mais on fait des conneries aussi. C'est pas si simple. Hein, oui, et puis moi j'entends un truc un peu comment. Dans ta proposition, j'ai eu plutôt l'image de il y a un travail à faire dans son jardin pour débroussailler et être et mieux sentir ce qui est bon pour sa plante, on va dire ça, sa plante, son arbre, son... je sais pas. Alors que dans le « écoute-toi », alors l'image que j'ai là, c'est trop centré sur son nombril. Si c'est que « écoute-toi ». D'accord. Voilà. Ouais, c'est pas ça que je pensais forcément hein, dans le « écoute-toi ». Ce que je veux dire, c'est que c'est en nous... c'est bien pour ça que je prône le travail sur soi. Pas forcément le travail psy. Hein. Par contre, le travail sur soi. C'est-à-dire, on doit se travailler. Un humain, ça doit se travailler tout le temps, quoi. Et donc, le travail sur soi, ça veut dire essayer. Alors, est-ce que c'est être meilleur? C'est en tout cas faire en sorte que sa vie marche le mieux possible pour soi et les autres. Que ça soit le plus positif possible pour soi et les autres. Voilà. Et si c'est pas positif pour soi et les autres, c'est qu'on s'est trompé de chemin. C'est que ça marche pas. Et dedans, il y a les bonnes et les mauvaises synchronicités. Donc, ça veut dire que on peut pas faire n'importe quoi. Et pour s'écouter, des fois en nous, justement, il y a une espèce de combat, et notamment, il y a les fantômes, il y a nos propres traumas, et qui des fois nous amènent pas au bon endroit. Donc, l'art de la vie, c'est de trouver c'est quoi le bon endroit. Je vais où et je vais pas où. C'est oui, non. C'est binaire quand même. À ça, je dis oui, à ça, je dis non. Et puis après, je continue, j'ai un autre chemin. Ça, je dis oui, ça, je dis non, ça, je dis oui. C'est aussi fondamental. Hein, qu'est-ce que c'est qu'un tout petit bébé? C'est quoi? Le bébé, il a quoi? Il a ça, je prends et ça, je rejette. C'est ça un bébé. Un tout petit animal, c'est pareil. Un petit lion, il est là, il dit ça, ouf, ça m'a piqué le museau, non, ça va pas bon. Puis ça, ça c'est bon, ça je mange, et ainsi de suite. Il apprend comme ça. Et quand on a des problèmes d'enfance, des choses comme ça, et surtout les gens abusés, par exemple, ils savent plus du tout, ils ont plus de boussole. Ils savent plus ce qui est bon pour eux, ils savent plus. Alors si vous dites à des gens abusés, écoute-toi, c'est compliqué parce que ces gens-là, ils peuvent aussi tout d'un coup faire n'importe quoi ou aller se faire violer ou ils savent pas. Ils sont pas clairs sur le oui et le non. Hein, ils savent plus parce qu'ils n'ont pas été accompagnés dans le bien-être de soi et de s'aimer et de savoir ce qui est bon pour soi. Voilà. Hein, comme dans la méditation tout à l'heure, Elisabeth, elle amenait à l'endroit où c'était bon pour soi. Hein, elle n'amenait pas à un autre endroit. Alors, coquelito, ça t'évoque quoi? D'abord, je n'avais pas tout à fait compris. Moi, c'est coquelicot. Je pense que c'est le jeu de mots. Hein. Alors, j'ai pensé à coquelicot et j'aime beaucoup les coquelicots. Donc, c'est peut-être une de mes fleurs préférées. Je trouve parce qu'elle est tellement belle. C'est le mois de juin. C'est tellement beau et c'est tellement fragile. C'est le féminin, quoi. Le coquelicot, c'est vraiment... c'est puissant. En même temps, c'est très puissant. Hein, et puis, je sais qu'il y a des mouvements pro-coquelicots. J'ai rencontré quelqu'un ils ont comme ça des mouvements pour réintroduire les coquelicots parce qu'on les a supprimés avec les désherbants. Et si je pouvais, je militerais pour les coquelicots. Voilà. Ok. Donc c'est très bien. Voilà, ça m'évoque le coquelicot et ça m'évoque. Nous, on va faire ça avec toi. Ça m'évoque le féminin et c'est coquelito. Ouais. Voilà, coquelito, ça veut dire féminin ensemble. Moi, c'est comme ça que je l'entends. En quoi parler du clitoris, physique et symbolique, peut-il changer notre rapport au féminin, au désir et au plaisir féminin? Qu'est-ce que ça vient bousculer? Qu'est-ce que ça viendrait bousculer? Alors, j'ai pas réponse à tout. Alors, c'est ta réponse qui nous intéresse. Je suis pas spécialiste du clitoris, mais je suis un touriste averti. Enfin voilà. C'est comme ça que je le. C'est excellent ça. Ah, ça va. J'ai pensé à ça. Bien. J'ai pensé que j'étais un touriste averti, mais pas spécialiste forcément. Mais moi j'ai tendance, à pas couper les choses. Alors c'est pas une critique du tout, mais le corps de la femme c'est tellement beau. Et le clito, mais tout le reste aussi, quoi. C'est en psy, il y a un truc qu'on appelle, alors ça c'est un truc assez compliqué, ça s'appelle objet total, objet partiel. Et en fait, en général, on essaye d'abandonner l'objet partiel pour aller vers l'objet total.
Donc, moi, j'ai tendance à essayer d'aller sur l'objet total. C'est-à-dire, c'est que dans l'objet total, il y a tout le reste. Et dedans, il y a le clito, mais il y a tout. Ok. Mais on l'a méconnu. On l'a méconnu, ne pas le reconnaître, tout à fait. Ne pas y naître ensemble. Donc la connaissance, notre recherche avec les invités qu'on reçoit pour militer pour une meilleure connaissance de l'organe physique et symbolique, c'est pour permettre peut-être de nous connaître plus globalement parce qu'on ne l'a pas oublié lui. Oui, puis je pense aussi que quelque part, c'est quand même un symbole très fort pour le féminin, pour la femme, puisque c'est quand même l'endroit où c'est du désir pur. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas du désir qui va être attaché à la procréation. Et ça, c'est important. Donc, parce que l'humain, c'est ça. Hein, ça. Par contre, c'est vraiment l'humain. Alors, on parle souvent des bonobos, hein, mais c'est peut-être différent. Les bonobos, c'est peut-être un rapport social, le rapport qu'ils ont au sexe. Et nous, c'est un rapport de liberté, quoi. C'est quand même magnifique, ça. On peut pas assujettir, en tout cas, la sexualité à la procréation. Donc, et c'est comme l'art, c'est comme ce truc de l'humain qui est incroyable d'avoir des trucs pour rien. Voilà. C'est pas pour rien, c'est pour du plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est pas pour procréer, et c'est quelque chose que les femmes peuvent revendiquer. Donc, moi, je suis évidemment ce truc-là, quoi. Et si Coquelicot est aussi une passerelle entre le féminin et le masculin, ça ouvrirait quoi pour les hommes et pour les femmes ? Alors, si ce serait une passerelle, je dirais que ça serait un pont, justement. On parlait tout à l'heure du mouvement MeToo et tout ça, et je pense que il faut qu'on aille vers. Et je parlais de la domination masculine. Il faut qu'on arrive à faire un pont entre les hommes et les femmes. On a été séparés, en fait. On a été séparés par la domination masculine. Mais qui est pour moi la même. C'est un sous-dossier de la domination humaine des humains sur les autres humains. C'est un sous-dossier, quoi. Et donc, il faut qu'on répare ça. Alors, poursuivre sur cette question du clitoris, ça sera un pont dans le sens où c'est l'endroit, justement, où il peut vraiment y avoir un accueil de la sexualité féminine très fort, qui me semble indispensable. C'est-à-dire c'est pour ça que je reviens à la question, c'est l'objet partiel qui va amener à l'objet total. C'est-à-dire que c'est l'endroit, parce que chez les hommes, on est compliqué aussi, les hommes. Hein, c'est notre sexualité, et on hérite. On parle de l'héritage désastreux des femmes sexuellement, mais c'est désastreux l'héritage des hommes. C'est un désastre total. Parce que je veux dire, c'est le même désastre. Puisque ce sont ces couples qui n'avaient pas de sexualité. Qu'est-ce que c'est qu'une sexualité de bordel ? C'est vraiment un désastre. Bon. Et à ce moment-là, c'est un endroit où je dirais que l'homme peut rejoindre la femme dans le fait de l'appréhender telle qu'elle est, et non pas de l'appréhender telle que mon désir le veut. C'est-à-dire, je veux la pénétrer, je veux ça. Même lui, ne pas se résumer à la pénétration. Voilà, c'est qu'automatiquement, ça oblige à aller sur un autre terrain où l'homme va s'écouter et il va écouter la femme. Faut écouter. Hein, je fais beaucoup de tai chi, j'ai un maître de tai chi, j'en fais tous les jours et tout le temps, et il dit souvent, écoute l'autre, écoute son corps. Ne va pas faire un truc comme ça sans écouter le corps de l'autre. Il appelle ça écouter le corps de l'autre. Je trouve que c'est joli. C'est joli. Ouais, très joli. Hein, il faut écouter le corps de l'autre. Faut pas. Chez les hommes, c'est à la luçarde souvent. C'est ouais, wow. Ben non. C'est pas ça. Mettre de la poésie dans nos rapports sexuels. Dans tout. Alors, mettre la poésie dans les rapports sexuels, ça veut dire mettre de la poésie. Moi, j'en mettrais partout, la poésie. Partout dans la vie. Partout dans la vie, donc dans les rapports sexuels. Avant de se dire à bientôt, Bruno, chacun s'installe dans son espace intime pour atterrir en douceur. Nous prenons le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans. Je vais te poser quelques questions. Tu continues de répondre par association libre. D'accord. Pour terminer tranquillement. Ok. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité ? Quand je peux. C'est pas évident. Voilà. J'écoute ma boussole quand je peux et quand j'arrive à me connecter à moi-même, ce qui n'est pas toujours évident. En quoi ton coquelicot est-il une force ?
Alors, mon coquelicot, j'ai tout de suite une association. Celle qui me vient tout de suite, c'est que enfant, j'adorais les fleurs. Et j'ai un souvenir d'extase, justement devant la fleur qui s'appelait la pensée. Et c'est une des plus belles extases de ma vie, mais je devais avoir 6 ans. Et j'étais dans un jardin et on m'a dit ça, c'est des pensées. J'ai regardé les pensées et j'étais, mais waouh! Et c'est comme si j'étais dans un monde absolument merveilleux. Donc ça me fait penser à ça, la beauté de la fleur. C'est quoi ces super pouvoirs à Coquelicot? Ça, c'est le pouvoir du yin, du féminin. C'est-à-dire, c'est le plus grand pouvoir. Relié ici à cet autre homme, à ces femmes, à ces hommes et ces femmes qui sont là avec nous. Quels sont les mots qui t'ont le plus touché? Ici? Ouais, dans ce qu'on a partagé. Peut-être justement le coquelicot, là. Parce que tout de suite, ça m'a fait associer à coquelicot, fleurs et tout ça, et ça m'a touché, ouais. Coquelicot, tu ressens quoi, toi? Coquelicot? Maintenant. Là, qu'est-ce que je ressens? Ouais. Justement, de la douceur. À présent ancré en toi, relié à tous nos coquelicots, tu repars avec quoi? La même chose, je repars avec de la douceur et du féminin. Merci Bruno. Merci. À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquelicot. Coquelicot, je nous trouve très beaux.